Alors, on a 1 heure avec Mélanie Couture, chercheure d'établissement, elle est au CREGES, au CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, professeure associée à l'Université de Sherbrooke. Madame Couture s'intéresse à la gérontologie, la maltraitance envers les personnes aînées, au soutien aux proches aidants, au processus d'adaptation aux maladies, ainsi qu'à l'amélioration du partenariat entre les personnes aînées, leurs familles et les professionnels de la santé. Vaste programme. Elle est aussi responsable scientifique de l'unité d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé et services sociaux du CIUS. Son rôle consiste à identifier les technologies ou les modes d'intervention les plus efficaces pour répondre aux besoins identifiés par la clientèle et les employés. L'atelier cet après-midi, c'est beaucoup plus une formule conférence, donc Mme Couture en a pour environ 3/4 d'heure, puis on va avoir un 10-15 minutes d'échange à la fin. Mme Couture? Merci. Compte tenu que c'est en webinaire, c'est ça, c'est un petit peu moins interactif au début. C'est pour ça que je l'ai préparé un peu comme présentation plus que conférence. Là, les interprètes ne m'aimeront pas. Je suis connue et reconnue pour parler très rapidement. Donc, vous avez le droit de me donner un coup si jamais je vais trop vite. Ça vous va? Oui, oui. Parfait. Parce que des fois, j'ai l'impression de parler lentement, mais ça a l'air que c'est encore vite quand même. Donc, je vais faire attention. Je vais expliquer un petit peu mon rôle, c'est-à-dire que moi, je suis chercheur d'établissement, je suis chercheur dans le système de santé. Donc, je suis là pour prendre toute l'information scientifique et la donner aux décideurs, aux intervenants pour que justement, ce soit les bonnes pratiques qui soient dans le milieu de la santé, qui se rendent aux clients, finalement. Aujourd'hui, je vais parler de technologies de maintien à domicile pour les personnes aînées en général et celles avec des incapacités également. Le but de la conférence, c'est pas de vous vendre des produits, ok? Je suis pas là pour ça. Le but, c'est juste de vous montrer les différentes possibilités et les différentes catégories aussi de technologies qui est maintenant disponible pour aider, ok? Parce que souvent, les technologies qui sont développées pour les personnes normales, donc ils ne pensent pas aux personnes aînées, ils ne pensent pas aux personnes avec incapacité, et c'est souvent des technologies pour tout le monde qu'on va adapter pour les personnes avec des incapacités. Mais il y a quelques technologies qui visent directement les personnes avec incapacité aussi. Donc, je vais vous en présenter quelques-unes. Mais la réflexion va plus loin que ça. C'est pour ça que j'ai hâte de vous entendre aussi pendant les 15 minutes restant à la fin. Parce que c'est pas juste mettre de la technologie à la maison, c'est pas juste acheter une bébelle, puis c'est tout. Il y a plein d'autres éléments auxquels il faut réfléchir en le faisant, puis c'est surtout là-dessus que je vais axer aujourd'hui. Je vais aussi vous présenter un peu nos projets de recherche qui tiennent compte justement de tous ces aspects-là qu'il faut réfléchir quand on veut intégrer de la technologie à domicile. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je suis chercheur dans le système de santé. Et là, le système de santé, le ministère, tout ça, sont très intéressés aux technologies parce qu'ils manquent de ressources. Donc, c'est vu un peu comme la manne, dans le sens que, on va pouvoir donner plus de services avec moins de personnes, moins de ressources en intégrant des technologies à la maison. Et au bout du compte, ça va peut-être nous coûter moins cher. Jusqu'à maintenant, je peux vous dire que c'est faux ou pas prouvé. Okay? Donc, je vais partir avec ça. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que la part des technologies, ils sont développés en laboratoire. Donc, quelqu'un réfléchit à une idée. Et vous savez que les gens pensent en fonction de ce qu'ils sont eux-mêmes. Okay? Donc, si c'est des personnes qui n'ont pas d'incapacité, jeunes, dans les début vingtaine, dans des laboratoires qui développent les technologies, ils n'iront pas à penser justement aux autres types de populations qui pourraient utiliser la technologie et de façon différente. Donc, les technologies, ils se rendent finalement à des vraies personnes vraiment tard dans le processus de développement. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que justement, ils ne sont pas adaptés. Donc, ça va être les gens qui l'ont développé, les développent pour des gens semblables à eux-mêmes. Et ça se rend vraiment, vraiment plus tard que là, ils vont faire des études de marketing et là, ils vont se rendre compte s'il y a un public cible ou pas et le tester sur différentes personnes. Quand je dis différentes personnes, comme je dis, c'est pas des personnes avec des incapacités habituellement. Donc, en technologie, il faut qu'il y ait un transfert. Si on veut quelque chose pour les personnes avec incapacité ou les personnes vieillissantes, il faut déjà réfléchir dès le début et intégrer les personnes aînées, les personnes avec incapacité dans le processus de développement.
OK, dès le départ. Je vais vous en parler tantôt, ce qu'on fait dans nos projets de recherche, parce que l'industrie est axée pour le plus de monde possible, mais il commence à avoir un réveil pour dire, mais là, les personnes aînées, il y en a de plus en plus, peut-être que c'est un marché lucratif finalement. Mais ils prennent pas les précautions pour bien développer en fonction des besoins réels, parce que ça demande quand même une bonne compréhension du vieillissement pour développer les technologies qui vont convenir. Je vais quand même vous présenter des types de technologies qui est déjà disponibles sur le marché. Donc, vous n'avez même pas besoin de moi, d'un intervenant, pour les acheter, mais il faut comprendre à quoi ça peut servir et aussi, c'est quoi les enjeux autour de tout ça. Je veux défaire un petit peu l'agisme avec cette première PowerPoint, c'est-à-dire qu'on pense toujours que les personnes aînées n'utilisent pas les technologies. On est en train de faire un projet sur les stigmas, la stigmatisation des intervenants face aux personnes âgées en lien avec la technologie. Ce qu'on se rend compte, c'est que tout le monde pense que les personnes âgées n'utilisent pas de technologie, ce qui est faux. Donc, j'ai des données très récentes pour les 55 ans et plus, 2016-2017, ça a été publié en 2018, bien sûr. Donc, ce qu'on peut voir, finalement, si on regarde rapidement, c'est que finalement, c'est quand même beaucoup de personnes entre 55 et 74 ans, mais encore plus important, il y a beaucoup de personnes en haut de 75 ans qui utilisent la technologie. Okay? Donc, si on regarde juste les branchements Internet dans le coin ici à droite, vous voyez 86% des personnes de 55 à 74 ans ont une connexion Internet à la maison. Okay? Et 75 ans et plus, c'est 72%. OK? Donc, c'est faux de penser que les gens n'utilisent pas la technologie. Et donc, cet agisme-là fait qu'on ne propose pas de technologie aux personnes aînées, on n'en développe pas pour eux autres parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais quand on voit les chiffres, on fait, ben oui, il y a un intérêt, le monde veut l'utiliser. Et je vous dirais que dans les milieux communautaires, il y a de plus en plus de cours d'introduction à la technologie qui sont mis en place pour justement, pour les gens qui veulent l'apprendre, que ce soit possible d'apprendre aussi. Et ça, c'est un des concepts importants avec la technologie. Il faut toujours tenir compte qu'il y a un concept d'apprentissage qui vient avec. OK? C'est rare qu'on va arriver avec une technologie, puis on joue un peu avec, puis on est capable de l'utiliser, peu importe l'âge. OK? Donc, il faut toujours penser en termes de, si j'ajoute une technologie, comment je vais faire pour l'apprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais qui l'a déjà? Est-ce que je dois lire un gros livre épais comme ça? Est-ce qu'il y a un manuel dans ma langue aussi? OK? Parce que des fois, ils ont juste des manuels en anglais et autres, mais en français, il n'y en a peut-être pas. OK? Fait que c'est des petites choses comme ça qu'il faut penser. Mais l'intérêt des personnes aînées pour tout ce qui est technologie est vraiment là. Et c'est un public aussi qui a des besoins à ce niveau-là. Je vous parlais de maintien à domicile. Quand on parle de maintien à domicile, on parle beaucoup de domotique qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on met plein de technologies dans la maison. Toute cette technologie-là peut communiquer entre elles pour justement avoir une maison, ce qu'on appelle en anglais les smart homes, pour justement qu'on ait beaucoup de services ou de besoins qui sont comblés à l'intérieur de la maison, mais qui soient tous cohérents et contrôlés ensemble. Donc, nous, notre équipe de recherche, ce qu'on fait beaucoup, c'est développer les composantes de technologie pour justement que tous les morceaux se parlent ensemble. C'est bon. Donc, ça paraît simple comme ça, mais si vous allez dans un magasin et vous achetez différentes petites technologies, elles ne parleront pas entre elles tout simplement. Ça prend une boîte supplémentaire ou une technologie supplémentaire pour que les différentes technologies que vous intégrez puissent discuter ensemble. OK? Parce que vous pouvez aller sur le web, Amazon, puis acheter plein de trucs, là. Ça, c'est déjà là. Mais c'est de comprendre comment on peut tout arrimer ça, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc, quelles sont les différentes technologies qui sont disponibles sur le web? Et pas juste sur le web, dans les magasins aussi, mais principalement sur le web. Donc, il y a différents types de technologies. Fait qu'il faut toujours penser en termes de c'est quoi mon besoin. OK? Donc, il y a différents types de besoins. Est-ce que c'est pour recevoir de l'information et communiquer avec les gens? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Donc, on pense souvent au téléphone mobile, aux applications Internet pour communiquer ensemble comme Skype et des choses comme ça. Est-ce que j'ai besoin d'assistance physique ou cognitive? OK? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour me déplacer? La technologie peut faire ça. D'aide pour bouger, attraper des choses? Ou j'ai besoin de quelque chose pour me rappeler. Donc, est-ce que j'ai des petits troubles de mémoire? Est-ce que j'ai de la difficulté à suivre une recette quand je fais une recette pour préparer un repas? Donc, est-ce qu'il y a des déficits au niveau cognitif que je veux combler par la technologie?
Je dis des déficits, des fois, comme je vous dis, le cerveau a aussi des limites, là. Tout le monde a des agendas électroniques. Moi, je fais ma liste d'épicerie, puis je coche sur mon téléphone pour rien oublier. Donc, des fois, quand on tombe dans le pathologique, donc c'est vraiment des déficits dus au vieillissement, à des maladies, à ce moment-là, il faut des technologies adaptées. Donc, c'est pas juste dire je veux faire mon épicerie, c'est aller beaucoup plus loin dans l'aide apportée. Et c'est à ce moment-là qu'il faut des technologies vraiment spécialisées pour permettre à la personne de bien faire les choses. Les télésoins, ça, je vous donnais un exemple tout à l'heure de ce qu'on a fait par rapport à ça. Donc, on peut faire des interventions à distance. Il y a de plus en plus de téléréadaptation dans le système de santé et on peut voir la personne chez elle et des choses comme ça. Et il y a la surveillance du client à distance. Donc, nous autres, on fait ça. Je vais vous expliquer un projet qu'on fait par rapport à ça. Donc, on ne surveille pas pour contrôler la personne. C'est beaucoup plus pour avoir de l'information et ajuster le plan d'intervention. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et non, on ne met pas des caméras partout. C'est pas la meilleure option. OK? Et finalement, il y a le thérapeutique. Est-ce que c'est une technologie qui va vous aider à vous améliorer dans quelque chose, à aller plus loin? Donc, ici, par exemple, ça peut être pour les loisirs également, ça irait dans cette catégorie-là. Il y a des chiens robots, par exemple, pour interagir, pour justement se sentir moins seul. Il y a plein d'exemples. Comme je dis aujourd'hui, le but, c'est vraiment pas de faire, de tout vous montrer ce qui existe, parce que ça commence à être compliqué, mais juste vous essayer de comprendre comment on choisit une technologie. Donc, c'est vraiment de partir avec, c'est quoi mon besoin, puis qu'est-ce que j'ai de besoin ensuite pour différentes technologies pour les choisir. Il y a aussi des fonctions. Donc, c'est vraiment l'idée de, est-ce que j'ai besoin que ça soutienne ma mémoire? Est-ce que ça a besoin de m'aider à prendre soin de moi? Est-ce que ça va m'aider à faire du ménage? Vous allez voir des exemples tout à l'heure. Est-ce que c'est pour me traiter par rapport à quelque chose? Il y a des applications qui aident à traiter la dépression maintenant. Donc, il y a des études en cours là-dessus aussi. Est-ce que c'est pour la sûreté, sécurité, surveillance? Est-ce que c'est parce que je veux me sentir plus en sécurité chez moi? Est-ce que c'est ça que j'ai besoin? Il y a de la formation maintenant, donc c'est du e-learning qu'on appelle, donc c'est carrément des formations en ligne, des fois il y a des vidéos, des fois il y a des petits tests, il y a des activités à faire. Gestion, coordination de soins, on utilise ça aussi dans le système de santé, donc pour faire des horaires et des choses comme ça automatisées. Donc on met tous les horaires de tout le monde et ça sort en même temps. Et il y a aussi toute la partie interaction sociale et engagement. Okay? Donc les technologies qui aident justement, des fois, on pense que les technologies, des fois, ils séparent les gens. Mais il y a des technologies qui sont faites justement pour mettre les gens ensemble, qui puissent communiquer entre eux ou qui puissent se faire des groupes pour se rencontrer dans la vraie vie par la suite. Donc, dans un magasin près de chez vous, qu'est-ce qui se passe présentement? Au niveau des communications, bon, vous connaissez très bien les téléphones, les agendas électroniques, toutes ces choses-là qui commencent à être très communs. Au niveau de la santé, il y a des développements par rapport aux piluliers électroniques. Okay? Donc, il y a différents styles de piluliers selon aussi la capacité cognitive des personnes. Donc, quand c'est quelqu'un qui a vraiment des troubles de mémoire, c'est-à-dire que c'est pas juste un bip-bip qui va dire « viens prendre ta pilule ». Ça va être beaucoup plus complexe dans le sens qu'ils vont laisser un temps pour prendre la pilule. Si elle n'est pas prise, ils la reprennent pour pas qu'il y ait 2-3 pilules qui soient sur le comptoir, par exemple, à la fois, puis que la personne les prenne toutes. Okay? Donc, dépendamment du besoin, les piluliers sont de plus en plus complexes. Je vous dirais que présentement, ceux de base, comme Dopil, ceux-là, ils fonctionnent, mais dans les plus complexes, pour les personnes avec des troubles cognitifs avancés, c'est plus problématique. C'est pas encore démontré que ça fonctionne. C'est encore des prototypes et des choses comme ça. Ça, c'est super intéressant dans le système de santé parce que une des choses, et pour les personnes aussi, parce qu'une des choses qui est un peu compliquée, c'est que des fois, il y a des personnes chez qui un préposé se rend 4 fois par jour pour être certain qu'ils ont pris les médicaments quand ils sont à domicile. OK? Donc, ces systèmes-là seraient là pour éviter que quelqu'un ait allé 4 fois par jour. On comprend que ça coûte cher au système de santé, mais en même temps, c'est pas nécessairement agréable pour la personne d'être obligée d'être là 4 fois par jour pour s'assurer que la personne elle vienne et qu'elle puisse prendre ses médicaments. Donc, ça donne plus de liberté à la limite à la personne ou au niveau du système de santé du fait que ça pourrait peut-être remplacer la visite d'une personne. Encore là, de l'autre côté, c'est que peut-être que la personne qui a porté les médicaments, c'est la seule personne qui vient à la maison et c'est le seul contact social. Donc, en l'enlevant, ça peut aussi nuire à la personne. Fait que l'idée de la technologie, c'est pas juste de remplacer, mais aussi de peut-être laisser un choix à la personne. Voulez-vous que quelqu'un vienne vous le porter ou voulez-vous que ce soit la technologie parce que vous aimez bien avoir de la technologie?
OK? Donc, il y a aussi une idée d'équilibre là-dedans. De peut-être pas tout enlever les contacts sociaux, peut-être d'en laisser aussi. Donc, la technologie peut remplacer, mais c'est peut-être pas pour tout le monde non plus à ce niveau-là. Au niveau de la santé, bon, les glucomètres, pour ceux qui sont diabétiques ou connaissent des personnes diabétiques, il y a eu une grosse évolution à ce niveau-là. On est rendu même aussi avec des pochettes qui peuvent être insérées sous la peau et plein de choses comme ça. Au niveau des montres intelligentes, ça aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions, sont de plus en plus petites. Et pour ceux qui ont, par exemple, des Fitbit, si vous êtes branché sur votre téléphone en Bluetooth, quand vous recevez un courriel ou un texto, ça apparaît sur votre montre en même temps. Donc, même si votre téléphone est plus loin ou dans votre sacoche un petit peu plus loin, bien, votre montre va faire bzz, bzz pour vous dire que vous avez reçu un courriel ou un message ou que votre téléphone sonne. Donc, physiquement, c'est plus perceptible, par exemple, que le téléphone. Parce que moi, je sais, des fois, j'ai juste mon téléphone dans mes poches de manteau qui est collé sur moi, mais je sens pas la vibration. Mais par contre, pour la montre, la vibration, je peux vous dire qu'elle me fait faire des sauts des fois. OK, j'ai eu un message. Donc, ça peut être utile pour les personnes qui ont des problèmes d'audition aussi, pour d'avoir la montre également, pour avoir un signal. Même dans vos cellulaires, par exemple, dans les iPhones et quelques-uns d'autres, il y a déjà un podomètre d'intégrer. OK? Donc, votre téléphone, il compte vos pas, puis vous ne le savez pas. OK? C'est comme un secret. Fait que si vous allez, par exemple, dans iPhone, vous allez où le petit cœur, normalement, il enregistre déjà vos pas. OK? Fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un podomètre en plus pour voir ça. Donc, on peut mettre des rappels dans les téléphones. Donc, il y a tout plein d'aspects. Et au niveau des athlètes, souvent, ils vont développer des choses un peu plus importantes. Même chose pour les astronautes. On a vu ça récemment avec la mission qu'il y a eu aussi. C'est-à-dire que c'est une veste qui prend toutes les signes vitaux en même temps. Au lieu d'avoir plusieurs appareils, c'est une veste confortable qui prend tous les signes. Donc, il y a vraiment une évolution à ce niveau-là aussi. Fait que peut-être que d'ici quelques années, ils vont vous faire mettre une veste à l'hôpital au lieu de vous brancher de partout, ce qui est une possibilité. Présentement, ce qui joue un rôle, c'est beaucoup les coûts aussi, comme tel. Ça, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Maintenant, il y a toute l'idée de la préparation de repas. Donc, quand les personnes restent à domicile, une activité significative pour plusieurs personnes, c'est la préparation de repas. Je vais vous montrer, nous, ce qu'on a fait pour développer une technologie de préparation de repas. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait fait une évaluation de besoins pour voir c'est quoi l'activité que les gens voulaient reprendre le plus quand il y avait des problèmes cognitifs. Et les gens, c'était faire des repas. C'est spécial, mais c'est ça. L'idée de base, c'est que on se sent normal quand on est capable de faire à manger, on peut faire ce qui nous tente. On peut manger notre propre bouffe, c'est pas toujours de la nourriture d'extérieur, on peut refaire nos propres recettes aussi. Ici, c'est beaucoup plus le premier Safe Cook, il y en a peut-être qui en ont entendu parler. Ça, c'est plus pour les personnes avec des troubles cognitifs. C'est-à-dire que on veut pas que la personne cuisine quand il y a personne pour la superviser. Le Safe Cook, c'est que ça va empêcher le four d'être mis en marche. OK? Sauf si quelqu'un l'active pour dire, OK, oui, là, tu peux commencer à cuisiner. Donc, c'est pour les personnes qui sont des troubles cognitifs, qui sont seules à la maison, puis que le proche aidant ne veut pas qu'ils utilisent le four, ou les intervenants ne veulent pas qu'ils utilisent le four quand ils sont partis, mais qui peuvent quand même, au lieu d'enlever le four au complet, ça le permet juste de le bloquer temporairement, puis ils peuvent le rouvrir, puis aider la personne à cuisiner quand ils sont là. Il y a aussi maintenant, pour ceux qui ont plus d'argent, tout ce qu'on parle de des réfrigérateurs intelligents, c'est-à-dire qu'il y a des tablettes intégrées. Il y en a qui ont des senseurs déjà intégrés qui fait que quand on sort quelque chose, ça l'écrit dans la liste d'épicerie s'il est vide, s'il manque des choses. Donc, il y a toute une gestion de la nourriture, des dates qui peuvent être périmées ou pas. Toutes ces choses-là est gérée, OK, avec le frigo comme tel. Mais ça, c'est des frigos, réfrigérateurs, vous comprenez, qui sont à des milliers et des milliers de dollars. On n'est pas rendu au point où c'est disponible pour tout le monde, mais c'est quand même une disponibilité. Il y a tout ce qui est épicerie en ligne maintenant qui peut être très aidant, c'est-à-dire qu'on peut choisir nous-mêmes les aliments selon les prix à la maison. Donc, vous pouvez faire votre épicerie à 10 heures le soir. Ils ne livreront pas à cette heure-là, mais après ça, vous le faire livrer le lendemain. Et vous pouvez aussi réutiliser vos listes habituelles. Donc, si vous achetez presque toujours la même chose à chaque semaine, à ce moment-là, c'est possible pour vous de juste reprendre ma liste, changer 2-3 choses et pas la refaire au complet. Et il y a deux choix. Des fois, on peut aller le chercher à l'épicerie, quelqu'un peut aller le chercher pour vous.
ou bien vous pouvez faire aussi à certains endroits livrer à la maison également. Donc, ça vous évite de sortir, mais vous avez au moins le pouvoir de choisir ce que vous voulez au prix que vous voulez. Peut-être qu'une canne de tomates qui est plus chère que l'autre, vous allez prendre la moins chère. Quand on envoie quelqu'un faire l'épicerie à notre place, ben on prend ce qui nous amène. Okay? Donc là, ça ramène un petit peu plus de pouvoir et de capacité de décision à ce moment-là. Il y a tout l'entretien ménager, ce qu'on réalise pas, par exemple, ça fait longtemps qu'il y a des technologies comme dans les fers à repasser, où il y a un blocage automatique après un certain temps, pour pas que justement qu'il y ait avoir un incendie dans la maison. Mais il y a des nouveautés aussi. Tu fais comme par exemple le iRobot. Ça, j'en veux un, je l'ai pas encore, mais peut-être c'est mon cadeau de Noël, c'est à suivre. Donc, le iRobot, c'est vraiment un aspirateur, OK, qui va aller se recharger lui-même. Donc, il se promène dans la maison, on peut le programmer pour dire, quand je suis partie de telle heure à telle heure, tu pars, tu te promènes dans la maison. Il est quand même très, très efficace, il fonctionne bien. Il y a différents niveaux de prix selon le nombre de fonctionnalités. Donc, ça l'évite aux personnes de passer l'aspirateur. OK? Des fois, ça peut être une activité pour les personnes aînées qui est de plus en plus difficile. Et donc, ça fait la job à la place. Donc, pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient chez nous. C'est sûr qu'une fois, de temps en temps, il faut quand même laver les planchers au complet et faire le reste, mais ça fait l'entretien général. On disait aussi que pour les personnes qui échappent beaucoup de nourriture à terre, au lieu d'avoir un chien qui ramasse les graines, vous allez pouvoir avoir cet aspirateur-là qui va faire le tour aussi à ce moment-là. Donc, ça, c'est des nouvelles technologies qui, justement, peuvent être utiles pour tout le monde, mais principalement aussi pour les personnes, bon, pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire, mais aussi pour les gens qui ont des difficultés à le faire également. Il y a tout le côté sécurité aussi. On peut tomber aussi dans la surprotection, on parlait de ça ce matin, là, aussi. Donc, si vous utilisez ça, vous devez être d'accord que la personne sache où vous êtes. Et des fois, vous pouvez demander la même chose. C'est-à-dire que on est capable de voir c'est avec les téléphones. Donc, la personne peut vous dire, avoir votre localisation, mais vous pouvez voir la leur aussi. Donc, moi, je dis toujours au monde, si votre enfant vous demande de savoir où vous êtes, vous avez le droit de leur demander la même chose. S'ils refusent, bien, vous avez le droit de refuser aussi, dans le sens que c'est quand même, faut vouloir que quelqu'un nous suive et voit où on est. Okay? Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même votre choix d'être suivi ou pas à ce niveau-là. Il y a des bracelets comme ça, et dans celui-là de droite ici, c'est comme un petit GPS. Donc, des fois, ça peut être mis dans le sac de la personne. Il faut toujours demander la permission à la personne, sinon c'est pas une bonne idée. Mais ça permet justement de retrouver les gens plus rapidement. Donc, quand il y a des troubles cognitifs, la personne elle peut se perdre facilement. Fait que c'est des petites technologies que si la personne accepte, dire qu'on peut retrouver la personne plus rapidement puis rassurer les gens aussi à ce niveau-là. Mais comme je dis, il ne faut pas tomber dans la surprotection non plus. Une autre demande, on parlait pour la préparation de repas, en termes de technologie, tout ce qui est détecteur de chute. OK? Donc, il y a le Lifeline que beaucoup de personnes connaissent. Et il y a aussi le tapis avec détecteur de pression de lit. Donc, la personne, on sait si elle est couchée sur le lit, si elle est tombée, combien de temps elle passe sur le lit, des choses comme ça. Le Lifeline, il y a différents niveaux et vous devez payer avec une compagnie privée qui vont vous dire s'il y a des alertes et vous appellent. Donc, il y a plein de services qui vont avec ça. Les technologies ne sont pas à point complètement. Donc, des fois, il peut y avoir des faux positifs et il y a des faux négatifs. Donc, moi, j'ai entendu des gens qui sont tombés et que ça n'a pas parti. Et j'ai entendu des gens que ça a parti, mais ils n'étaient pas tombés. OK? Donc, il faut toujours tenir en tête, ça, c'est un autre aspect important à comprendre. Tu sais, quand vous allez sur Internet, des fois ça bloque, des fois ça revient. Mais n'importe quelle technologie fait ça. OK? Il y a des bugs de temps en temps, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de parfait dans ce monde, la technologie aussi. Donc, oui, c'est là pour aider, mais il ne faut pas se fier uniquement. OK? Donc, oui, ça peut aider en cas de chute, que ça l'appelle, tout ça, ça a aidé beaucoup de personnes, mais il ne faut pas faire comme si c'était infaillible non plus. OK? Fait qu'il faut juste faire attention à ce niveau-là. Des fois, c'est pas juste détecter les chutes, hein, c'est aussi peut-être les prévenir, ce qui est une bonne chose. Faire le ménage est un bon choix aussi et placer les meubles de façon à ce qu'on puisse moins tomber. Mais il y a toute l'idée des fois du chemin lumineux, par exemple. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes de vision, surtout quand la lumière est beaucoup plus basse, c'est des petites lumières, comme dans les avions, qu'on met sur le bord du corridor pour justement que la personne n'ait pas trop à réfléchir, puis qu'elle fait juste suivre les lumières pour aller à la salle de bain, sans avoir à tout ouvrir non plus les lumières dans la maison. Fait que ça permet d'éviter des chutes parce qu'on sait où on s'en va, même si la luminosité est peut-être moins bonne.
Il y a les veilleuses automatiques aussi qu'on met des fois pour que ça l'ouvre. C'est pas comme une grosse lumière, mais c'est suffisant que la personne passe, tout s'ouvre dans le chemin quand ça va à la salle de bain, puis tout se referme tout seul. Okay? Mais ça, c'est facilement accessible. C'est juste des fois d'y penser, de les utiliser comme tel. Maintenant, il y a beaucoup de serrures qui s'ouvrent à distance aussi. Okay? On a moins en moins de besoin, si on veut, d'avoir des clés et de perdre nos clés aussi. Ça m'est arrivé, personnellement. La seule semaine où mon conjoint est en Europe, j'ai perdu mes clés de maison. Okay? Il change une voisine. Mais vous voyez, donc, avec ces nouvelles technologies, c'est que il y a des technologies Bluetooth. Donc, il y en a certaines technologies qu'on peut le faire de très loin, mais il y a certaines technologies qu'il faut être à côté. OK? Donc, c'est juste j'ai mon téléphone, je suis à côté, ça s'ouvre tout seul. Donc, ça peut être des choses comme ça. Fait que ça, il y a différentes possibilités. Puis là, vous avez le mot Bluetooth. OK? Mais Bluetooth, c'est une façon de communiquer entre les objets. Il y a plein d'autres façons. Il y a du Z-Wave, comme on utilise dans nos projets. Je ne rentrerai pas en détail, je ne suis pas experte là-dedans, mais je vous dis juste qu'il y a différentes méthodes. Fait que quand vous achetez des choses, il faut déjà qu'ils communiquent avec le même langage, si vous voulez les mettre ensemble. Parce que si un c'est Bluetooth, l'autre Z-Wave et d'autres choses, c'est sûr qu'ils ne se parleront jamais. OK? C'est comme si vous parlez à quelqu'un qui parle une autre langue qui n'est pas la vôtre, ça ne fonctionnera pas plus. OK? Fait que c'est la même chose. Avec ce qui s'est passé récemment, les détecteurs d'inondation, c'est pas pour les inondations provenant des lacs, des rivières qui débordent, c'est plus en termes de si les personnes commencent à oublier de fermer les robinets, donc il y a un petit dégât d'eau. Donc, c'est juste pour s'assurer qu'il y a c'est juste pour s'assurer que justement, on est capable d'aller peut-être fermer l'eau plus rapidement avant que ça inonde tous les logements dans l'immeuble, par exemple. Ça, c'est très populaire auprès des nouvelles résidences qui se bâtissent, des logements qui demandent qu'on installe ces éléments-là, qu'eux, ils vont avoir une alarme à l'entrée, donc la personne qui surveille, pour justement aller régler les problèmes très rapidement avant que ça dégénère. Fait que ça peut être intéressant pour les gens qui commencent à oublier fermer les robinets ou autre chose. Je vais vous expliquer un peu les projets que nous, on fait. Donc, tout ce que je vous ai présenté comme technologie, oui, c'est disponible, mais la majorité n'ont pas nécessairement été démontrées scientifiquement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils font des promesses, mais ils n'ont pas démontré que oui, ça a donné le résultat voulu. Fait qu'il faut faire très attention d'acheter les technologies qui n'ont pas été développées par des processus de recherche parce que souvent, la preuve n'a pas été faite qui vont aider au maintien à domicile. Quand nous, on fait des projets de recherche, on développe les technologies, comme je vous dis, on développe avec les personnes aînées, les personnes avec incapacité, on les teste sur ces personnes-là et on vérifie est-ce que oui ou non, ça l'aide à maintenir à domicile. OK? Parce que, comme je vous dis, habituellement, les technologies, c'est pour le grand public. Donc, le but est de simplifier la vie des gens et non d'aider les gens à être maintenus à domicile malgré des incapacités. Donc, il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Ça peut vous aider, mais ce n'est pas nécessairement fait pour ça, automatiquement. Donc, ce qui se passe présentement, nous, c'est qu'on a eu une subvention, de l'argent pour développer un système technologique, ce qu'on appelle de monitoring, de télésurveillance. C'était pour les personnes à risque de négligence de soi, donc des personnes qui commencent à avoir beaucoup de difficultés à prendre soin d'eux-mêmes, que le CLSC va souvent, mais qui vivent seuls. Donc, le but, c'est de permettre aux personnes de rester plus longtemps à domicile et éviter l'institutionnalisation le plus longtemps possible. OK? Parce que, surprenamment, même avec des troubles cognitifs avancés, on peut être très en sécurité à la maison. Donc, on pense toujours à un petit peu de problème de mémoire et on va être obligé de déménager, mais non, c'est possible de garder quelqu'un parce que les personnes qui ont des troubles cognitifs, par exemple, s'ils sont gardés dans leur routine, ils continuent à faire leur routine. Donc, la sécurité est quand même là. Donc, la technologie vient plus appuyer pour s'assurer que la personne va bien, que sa routine continue et qu'on n'a pas justement à changer le plan d'intervention. Nous, ce qu'on fait, c'est que c'est pas le proche aidant qui reçoit l'information, c'est leur intervenant qui reçoit l'information, pas en temps réel, parce qu'on a fait le choix. Donc, à chaque semaine, ils ont un rapport, ils peuvent aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine pour voir s'il y a des modifications importantes et s'il y a des besoins nouveaux. Parce que si on se rend compte que la personne se lave plus, mange plus non plus, à ce moment-là, il faut mettre plus de services en place ou la changer de milieu. Donc, dans les cas qu'on a fait, nous, on s'est rendu compte qu'il y a une personne, par exemple, est restée 1 an et demi de plus à domicile parce qu'on a permis d'ajuster son plan d'intervention et d'ajouter des personnes en cours de route, mais on ne se basait pas uniquement sur des hypothèses. Parce que ce qui se passe à un moment donné, c'est que la personne vit seule.
Le voisin, il dit, ben, je pense qu'elle fait telle chose. L'intervenant dit, moi, je pense le préposé de ses habitudes ou a besoin de plus d'aide. OK? Parce qu'elle vit seule, donc il n'y a pas de témoin. Quand il y a un si oui ou non la personne a changé ses habitudes ou a besoin de plus d'aide. OK? Parce qu'elle vit seule, donc il n'y a pas de témoin. Quand il y a un proche aidant, souvent, bon, on peut témoigner de tout ce qui se passe dans la maison. Et les personnes à risque de négligence de soi, souvent, ne sont pas capables d'évaluer leurs propres besoins. Ils disent toujours, tout va bien, j'ai pas besoin d'aide. Donc, on n'est vraiment pas capable de savoir c'est quoi les vrais besoins sur place. Donc, ce qu'on fait à ce moment-là, on met des détecteurs, OK? Mais des senseurs qu'on appelle. Mais les senseurs, c'est la même chose qu'il y a dans les systèmes d'alarme. OK? Fait que ça ne vous dérange pas d'avoir les petits trucs dans les coins comme les systèmes d'alarme. Donc, on ne met pas de caméra. C'est vraiment plusieurs senseurs que la petite boîte met l'information ensemble pour savoir à peu près ce que la personne fait dans la journée. Donc, on n'est pas en train de filmer, on n'enregistre pas les bruits, on fait juste détecter les déplacements. Donc, les armoires, est-ce que dans la cuisine, les portes ouvrent et ferment et ces choses comme ça. Donc, je vous parlais tantôt du relais Z-Wave, tout ça. Donc, c'est juste ça qu'on utilise. Et dans les technologies qui existent maintenant aussi, c'est qu'on peut mettre des ajouts. Donc, si vous branchez votre lumière, on peut mettre un petit bloc qui est branché dans le mur. Et ça permet des fois, on peut mettre, programmer, ça ferme ou ça l'ouvre la lumière à certaines heures. Mais ça l'enregistre aussi si un électroménager est utilisé ou pas. Okay? Donc, on peut savoir est-ce que la personne ouvre la lumière ou pas. Okay? Donc, ça permet d'avoir des informations. Ici, c'est les contacts en bas. Par rapport à est-ce que la porte a été ouverte ou pas. Donc, et nous, dans les projets, on essaie toujours que ça soit très discret. Donc, si quelqu'un entre chez vous, ça fait vraiment, mon Dieu, tu as plein de technologies. L'idée, c'est que ça paraisse presque pas, puis vous oubliez de toute façon qu'elle est là aussi. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est que les intervenants puissent voir les habitudes de vie, s'ils changent ou pas, puis si on met d'autres choses en place pour supporter la personne. C'est vraiment l'idée d'instaurer les bons services au bon moment. C'est ça qui est l'idée de base. Il faut faire attention aussi les technologies parce que là, c'est l'intervenant qui reçoit et nous, on est dans le système de santé. Donc, toutes les règles de sécurité par rapport aux données sont les mêmes que dans le système de santé. Donc, il y a beaucoup de contraintes et de règles. Ça va dans le dossier médical qui est confidentiel. Quand vous achetez des technologies, même vos téléphones, les iPhones, tout ça, c'est que l'information que vous avez dessus, elle s'en va où? Savez-vous qui l'a, votre information? Et les niveaux de sécurité. Donc, dépendamment des applications que vous mettez, par exemple, sur votre téléphone, vous avez accepté plein de conditions, de choses que vous donnez accès. Ici, vu que c'est un système de santé, c'est dans le système de santé, ce qu'on est en train de faire, c'est les mêmes règles qu'on a au Québec pour toutes les autres données par rapport à vous dans le système de santé. Donc, si vous achetez un Alexa. Ben, Alexa, il est moins pire dans la sécurité, mais vous parlez à votre Google patente. Bon, ben, où vont les informations? Et c'est quoi la sécurité? Parce que les gens peuvent rentrer dedans. Et où vont les informations que vous donnez? C'est ça qu'il faut faire attention, dépendamment qui fournit la technologie. Et l'autre chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes règles en termes d'utilisation des données au Canada versus aux États-Unis. Donc, quand les compagnies sont basées aux États-Unis, ben eux, ils ont le droit de tout faire avec vos données. Quand la compagnie est basée au Canada, ils ont des règles de sécurité et de confidentialité très différentes. Donc, dépendamment de où la compagnie est, ils n'ont pas les mêmes règles. Donc, un autre truc qu'il faut faire attention, c'est toujours se poser la question. Je sais que ma fille me voit sur le téléphone ou sur la caméra que j'ai accepté de poser, mais qui d'autre peut me voir et où vont les données enregistrées? OK? Fait qu'il faut toujours ça. Si vous achetez des technologies, posez des questions. OK, j'achète ça, mais là, les données sont entreposées où? Qui a accès? C'est quoi les sécurités dessus pour pas que d'autres personnes aient accès à ces informations-là? Quand j'interviewe les personnes aînées, ils me disent « Oui, mais ma vie n'est pas intéressante, fait que ça me dérange pas. » C'est votre choix, mais au moins d'être conscient qu'il faut faire attention à ces aspects-là. Donc, ce qu'on a fait aussi, préparation de repas, je vous en parlais tout à l'heure. Nous, ce qu'on a fait, on est allé plus loin que le Safe Cook. Safe Cook, c'est peut utiliser le four, peut pas utiliser le four. Nous, on a intégré 2 systèmes, c'est-à-dire qu'on a mis plein de systèmes de sécurité sur un four et on a une tablette. Les deux se parlent. Donc, les aspects sécurité, c'est-à-dire que le four, il y a des petits senseurs qui permettent de voir est-ce qu'il y a un rond, il est à quel niveau d'ouvert, il est ouvert à high, est-ce qu'il y a un poids. Donc, si vous ouvrez le rond et il n'y a rien dessus, vous allez avoir une alarme par la tablette pour dire faut mettre quelque chose sur le rond ou le fermer. OK? Donc, ce que ça fait, c'est que le four détecte des choses et la tablette envoie des avertissements verbalement et aussi à l'écrit. OK? Donc, on combine les deux fonctions en même temps.
Et en plus, c'est que la tablette nous sert aussi à aider, on appelle ça un assistant cognitif. Donc, il aide à avoir des alarmes pour vous aider à faire les actions au bon moment, mais il aide aussi à suivre les recettes. Donc, on peut aller cocher, là, je vous montre rapidement. Il dit, bon, on est rendu à couper les légumes. Donc, il dit verbalement à l'écrit, on coche, ça passe à la prochaine étape. Donc, ça permet à la personne qui, des fois, a des petits problèmes de mémoire, de la difficulté à suivre. Puis, on disait aussi que c'est bon pour les personnes qui apprennent à cuisiner, comme les adolescents aussi, là, parce que ça permet de se structurer. Donc, l'idée ici, c'est d'aider la personne à se structurer. Puis, je vous dirais, même n'importe qui peut l'utiliser. C'est vraiment aidant, je dirais, pour justement quand on se fait déranger, quand on a des jeunes enfants qui courent partout, des fois, savoir où on est rendu, ça peut être utile aussi à ce niveau-là. Et je vous parlais tantôt d'apprentissage. Par contre, ça, c'est un système un peu plus complexe et qu'on peut mettre moins complexe à très, très, très complexe, donc qui est ajustable par les intervenants, souvent les ergothérapeutes, pour dire quelle aide la personne a besoin, quelle aide elle n'a pas besoin. Donc, vous pouvez avoir plein d'aides comme vous pouvez en avoir presque pas non plus. OK? Donc, ça s'ajuste au fur et à mesure que la personne a plus de difficultés à cuisiner, mais ça lui permet de continuer à cuisiner. Il y a des séances d'apprentissage. Ça dépend aussi des personnes. On dit en moyenne entre 10 et 20 séances d'apprentissage. Ça a été fait surtout avec des traumatisés crâniens. Avec les personnes aînées, des fois, ça va plus rapidement aussi. Puis ça dépend aussi, la personne a déjà cuisiné avant, je vous dirais. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc, c'est plus compliqué comme technologie, mais ça peut être utilisé à plus long terme et s'ajuster en fonction des pertes aussi en s'en allant, mais ça demande plus d'apprentissage à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes avec des déficits cognitifs assez importants étaient encore capables d'apprendre. Les intervenants aussi ont réalisé ça. Et ça l'a aidé beaucoup à la participation sociale des personnes. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement contents de recommencer à cuisiner, d'être impliqués à faire des repas, d'inviter des gens chez eux pour pouvoir leur faire à manger. Donc, c'était pas juste je suis capable de cuisiner, je mourrais pas de faim, c'était même pas ça, c'est vraiment plus en termes d'activité sociale, de choisir la nourriture, de sentir qu'ils ont du contrôle, de la normalité, et ça permet comme ça aussi d'inviter des gens pour faire plaisir aux autres. Nous, ça l'a vraiment aidé. Les 3 personnes qui ont utilisé l'utilisent encore après 2 ans. Donc, ça a vraiment été intégré dans leur style de vie par la suite. Donc, je vais vous parler plus rapidement, un peu en 5 minutes, des enjeux liés à la technologie que j'ai déjà nommés, mais on va juste y revenir un petit peu, puis on va en parler aussi après. Donc, l'idée de base de la domotique, comme je disais tout à l'heure, de mettre plein de technologies dans la maison, normalement, les principes de base, c'est que ça ne devrait pas interférer avec le mode de vie ou altérer la dignité. OK? Mettre des caméras dans la douche, c'est pas une bonne idée habituellement. S'il y a des peurs de chute, il y a d'autres façons peut-être de le faire. Doit être autonome et non une charge supplémentaire. Donc, souvent, c'est qu'on est supposé de pas trop y penser que ça se fait tout seul, à moins que vous aimez beaucoup la technologie, vous voulez interagir avec. Là, c'est différent. Il faut que ça soit abordable, simple et accessible. Ça peut déjà être plus compliqué présentement parce que plus il y a de gens qui vont en utiliser, vous comprenez, plus les prix vont baisser et plus ça va être accessible. Donc là, on est un peu en transition, ça se développe, mais c'est pas encore ce qu'on appelle mainstream, là, que tout le monde l'utilise. Les téléphones maintenant, oui, on remarque que les téléphones, les prix n'ont pas baissé tant que ça dans les dernières années, mais normalement, quand le marché s'agrandit, ça devient un petit peu moins cher. En recherche, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a peu de données solides pour démontrer que les technologies aident au maintien à domicile. C'est que les technologies se développent plus rapidement que le processus de recherche aussi. Et souvent, comme je disais tout à l'heure, ils ne considèrent pas les besoins des personnes aînées, surtout celles qui ont des troubles cognitifs. Fait que c'est des technologies pour tout le monde, mais ce n'est pas nécessairement adapté. Et aussi, des fois, les instructions, l'utilisation est complexe, puis il y a plein de personnes qui ne sont pas capables de l'utiliser, y compris les personnes avec des troubles cognitifs, encore moins. Donc, à long terme aussi, on ne sait pas ce qu'ils font les technologies. On commence à avoir étudié beaucoup les réseaux sociaux, là, il y a plein de thèses et d'études là-dessus, mais pour ce qui est des autres types de technologies, plus pour aider les gens à maintenir à domicile, aider par rapport aux incapacités, il y a très peu d'études à ce niveau-là. Puis aussi, c'est justement pour que les gens l'adoptent, parce que je ne sais pas s'il y en a plein de vous qui ont fait ça, vous achetez quelque chose, vous l'utilisez un petit bout de temps, puis après ça, vous le laissez de côté. Okay? C'est que normalement, il y a des principes justement d'adoption. Okay? Donc, normalement, ça doit concorder avec les besoins. C'est pour ça que tantôt, je vous ai fait réfléchir un petit peu. Je vous disais, c'est important de comprendre c'est quoi notre besoin exactement, parce que c'est pas juste dire j'ai une nouvelle bébelle chez nous en technologie, mais dire c'est quoi que j'ai besoin comme aide par rapport à la technologie. Il faut que les évaluations des technologies soient beaucoup plus axées sur l'expérience des utilisateurs, parce que souvent, ils vont faire une technologie, hey, elle fonctionne.
Oui, mais est-ce que le monde va être capable de l'utiliser, que ce soit agréable, pas trop compliqué? Et je dirais aussi, est-ce que le nombre de bugs est acceptable? Parce que s'il y a un bug, ça fait que juste que ça coupe un peu une image, c'est pas grave. Mais s'il y a un bug, qu'il faut appeler un informaticien pour venir le ranger à chaque fois, ça commence à être compliqué. OK? Faut aussi inclure les proches aidants dans l'évaluation parce que des fois, il y a des technologies que le proche aidant doit utiliser, doit comprendre. Des fois, la technologie est plus pour le proche aidant pour pouvoir, comme on montrait tantôt, le GPS, retrouver la personne aînée qui a des troubles, difficulté à se déplacer, se retrouver. Puis c'est ça, l'idée, c'est vraiment toute la base de prendre une décision éclairée. Donc, de bien comprendre si je mets cette technologie-là, qui voit l'information, combien ça coûte, à quoi ça va me servir exactement, est-ce que je peux l'utiliser à long terme si ma condition se dégrade ou c'est juste pour un certain temps. Puis, tous les aspects éthiques, surtout en cas de personnes inaptes. Donc là, il faut toujours se poser la question, même si j'ai un mandat de protection, est-ce que ma mère voudrait être filmée? Est-ce que mon père voudrait qu'il y ait de la technologie, que ces informations soient disponibles? Il faut aussi penser aux autres personnes. Moi, je sais, je reçois il y a beaucoup de proches aidants qui sont très intéressés à utiliser de la technologie avec leurs parents, mais à un moment donné, je fais, est-ce que vous feriez le contraire? Est-ce que, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous voudriez avoir les sensors chez vous et que l'autre sache qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous accepteriez ça? Donc, de toujours le retourner à l'envers, dire, ben, est-ce que tu le ferais chez vous? Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à avoir un GPS, puis je sache où ce que tu es le dimanche après-midi ou le samedi soir? On ne sait pas. Donc, c'est vraiment aussi de dire, j'ai des droits aussi en termes de vie privée, mais vous avez le droit aussi de dire, ça ne me dérange pas. Oui, tu peux le savoir. Il peut avoir mon information, ma vie est plate. Ça ne me dérange pas que le monde la voie. C'est tout. OK? Mais c'est un choix éclairé qui est important ici. Fait comme je disais tout à l'heure, toutes les idées de big data, où vont les données, c'est super important à se rappeler. Souvent, ça ne nous vient pas en tête, mais c'est de plus en plus important. Mais il y a plein de scandales de Facebook et autre chose. Fait que je pense que les gens commencent à être plus sensibilisés. Il y a toute l'idée aussi du coût-bénéfice. Du coût-bénéfice et accessibilité. Nous, ce qu'on a fait, à Sherbrooke, on a développé ce qu'on appelle une coop de solidarité. Donc, notre but à long terme, c'est que les produits qu'on développe par la recherche, qui ont été testés et démontrés efficaces, soient disponibles en coop. Au lieu que ça soit, donc on ne veut pas faire de l'argent avec ça. L'idée, c'est que les coops, habituellement, c'est qu'on on essaie de fonctionner au plus faible coût. Donc, ça fait que c'est pas trop dispendieux, on va faire des profits. Et l'autre chose, c'est que des fois, on peut s'arranger que les personnes qui ont moins d'argent paient moins que les personnes qui ont plus d'argent pour que tout le monde ait accès aux mêmes produits au bout du compte. Donc, l'idée de base, c'est vraiment aussi à un moment donné de se dire, ben, est-ce qu'on veut faire de l'argent avec ça ou est-ce qu'on veut vraiment aider les gens? Et qu'il y a différents modèles de business qui est en train de se développer pour permettre justement cette accessibilité-là aux personnes. Des fois, bon, comme là, vous voyez, un des projets, c'est avec le système de santé, donc ça sous-entendrait que ça serait payé par le système de santé. Et par exemple, pour le faux que je vous montrais, on a développé un système qui peut être installé chez quelqu'un, désinstallé, être mis à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être un système de location, par exemple. Donc, c'est toute cette idée-là autour aussi que pour que les gens aient accès, que ça ne coûte pas trop cher, puis que ça aide vraiment les gens par la suite. Ça, on a déjà parlé rapidement. Juste pour finir, donc, il y a un grand potentiel pour aider les personnes aînées à vieillir chez soi, sauf qu'il faut aller un petit peu plus loin pour démontrer, oui, ça a un bon effet dans le bon sens. Et aussi, bon, il y a plusieurs questions sans réponse. Tout ce qui est les données s'en vont haut. Quand c'est dans le système de santé, c'est plus safe versus quand c'est des compagnies privées, tout l'aspect financier, et qui pourrait utiliser le reste. Je vais juste conter une histoire, pourquoi c'est important d'évaluer scientifiquement toutes ces technologies-là. Par exemple, on s'est rendu compte avec le temps que, tu sais, quand le proche aidant reçoit des alertes, OK? Le but de recevoir les alertes, c'est d'être moins inquiet par rapport à son parent, puis de savoir ce qui se passe. Mais les études ont commencé à démontrer que le proche aidant est encore plus stressé à recevoir des alertes que de ne pas le savoir, finalement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les études, parce que des fois, il y a des effets délétères, des effets qu'on ne s'attend pas, ou négatifs aussi, qu'il faut gérer ou dire, oh, finalement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas juste dire, la technologie fonctionne, ça veut dire que tout va aller bien. Non, des fois, il y a d'autres choses qui se passent, il faut en tenir compte aussi. Donc, merci beaucoup. Là, je vais pouvoir répondre aux différentes questions également. Donc, ça va être votre tour maintenant. Vous avez pas mal au bras, vous autres, ça va? Alors,